Je m'appelle Mathieu Rouault, je suis journaliste scientifique à Grand Labo et je suis toujours aussi content d'être là pour animer avec plein d'intervenants cet événement sur les épaules des géants, un événement scientifique à vrai, où il se fait plein de choses. Et ici, on va continuer à parler de science avec Nathalie Besson, qu'on est très heureux d'avoir avec nous. Elle est physicienne des particules au CEA. Et elle va nous parler du modèle standard et de la découverte du boson de Higgs. Mais j'en dis pas plus. Et là encore, le format est le même que pour les intervenantes et intervenants précédents. Vous pourrez à la fin lui poser des questions. Hein. On en est d'accord pour vous poser des questions. Même au milieu, s'il y a une question qui vous brûle les lèvres, vous levez la main et j'irai avec grand plaisir vous tendre un micro pour que vous puissiez poser cette question. Voilà. Je vous laisse tout de suite avec Nathalie Besson pour parler donc de ce fameux boson de Higgs. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, comme vient de le dire Mathieu, puisque vous n'êtes pas très nombreux, si jamais il y a un truc qui vous embête dans ce que je dis, vous n'hésitez pas, vous m'interrompez et puis on pourra en parler. Donc, alors je passe les trucs comme ça. Voilà, déjà, je voudrais dire merci à Sur les épaules des géants parce que je suis drôlement contente d'être au Havre pour pouvoir parler de mon sujet préféré. Et puis, merci à Mathieu de partager la scène avec moi et à vous d'être venu m'écouter. On va commencer direct dans le vif du sujet avec le modèle standard de la physique des particules, c'est la physique des particules élémentaires. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien, en toute modestie, mon job est de comprendre le contenu et la dynamique de l'univers au niveau de ses constituants les plus fondamentaux. Alors, le contenu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme particules élémentaires dans l'univers, mais aussi la dynamique, c'est-à-dire comment elles se propagent et comment elles interagissent entre elles. C'est intéressant aussi. Alors, puisqu'on est sur les épaules des géants, je vais citer un géant de la physique des particules, M. Weinberg, qui dit notre travail, c'est de voir les choses simplement, de comprendre un grand nombre de phénomènes compliqués d'une manière unifiée en termes de quelques principes simples. Dit comme ça n'a pas l'air très compliqué. Donc nous, comme je le disais, en toute modestie, on veut expliquer tout l'univers matériel essentiellement avec un petit nombre de briques élémentaires et d'interactions entre ces éléments. Ça a l'air simple, mais je tiens quand même à citer un autre géant que vous connaissez tous, celui-là, M. Einstein, qui dit évidemment tout doit être rendu aussi simple que possible, mais attention, pas plus simple. Il faut bien sûr rendre compte des choses. Alors, nous, on cherche à expliquer l'univers au niveau de ses constituants élémentaires. Comment on fait ? Ça a été un petit peu abordé par l'intervenant précédent. Après tout ça, c'est de l'infiniment petit. Moi, comment je fais pour savoir que ce que je comprends, c'est bon ? Comment j'y comprends quelque chose ? Eh bien, on s'appuie sur la démarche scientifique. J'ai un autre géant, mais celui-là, j'aime bien le citer parce que Feynman, c'est un peu mon chouchou. Voilà. Donc mon géant préféré. Eh bien, la démarche scientifique, ça consiste en quoi ? Ça consiste à observer des phénomènes et à se poser des questions sur ces phénomènes et à essayer de les comprendre en formulant des hypothèses. Et à partir de ces hypothèses, eh bien, on fabrique un modèle théorique qui nous permet de faire des prédictions théoriques. Et puis, ces prédictions théoriques, on va les confronter à des résultats expérimentaux. Alors, mon géant préféré le dit de façon géniale. Peu importe la beauté de votre théorie, peu importe que vous soyez le type le plus intelligent de l'univers, si ça ne colle pas aux résultats expérimentaux, eh bien, votre théorie, elle est fausse. Et donc, c'est comme ça, par aller-retour entre prédiction théorique et validation ou pas expérimentale, qu'on progresse dans notre connaissance de l'univers. Je vais prendre un exemple un petit peu plus familier probablement que la physique des particules. C'est quand même beau, non ? La valse des planètes autour du Soleil. Comprendre comment ça marche, et ben on va faire pareil, on va faire un modèle théorique. Alors ce modèle théorique, c'est cet objet-là, ça s'appelle un planétaire, moi je trouve ça très joli. Donc c'est une maquette, elle peut être en bois, en métal, j'imagine même qu'on en fait des en plastique. Elle contient tous les objets, elle doit y rendre compte de tout ce qu'on a déjà observé à l'instant où on fabrique la maquette, donc les planètes, les satellites, l'étoile, au milieu. Et puis elle s'appuie sur des principes et des lois, et là en l'occurrence ça va être la loi de la gravitation universelle. Et avec ce modèle théorique, je vais faire des prédictions théoriques. Par exemple, où sera donc Vénus dans le ciel du Havre demain à 3h15 du matin ? Et puis demain à 3h15 du matin, parce qu'il faut un peu souffrir pour augmenter sa connaissance, je vais prendre mon instrument d'observation expérimentale, en l'occurrence une lunette astronomique, et puis je vais mesurer la position de Vénus dans le ciel du Havre, et puis je verrai si ça colle ou pas. Et si ça colle, c'est bien, c'est satisfaisant, ça veut dire que je comprends quelque chose de ce qui se passe dans le système solaire. Si ça colle pas, il faudra que je reprenne mon modèle, et c'est comme ça que je vais progresser dans ma connaissance. Alors je vais prendre deux exemples. Parfois, c'est l'expérience qui permet d'incrémenter le modèle. Par exemple, lorsqu'Herschel, en 1781, découvre Uranus, la planète numéro 7, et donc on rajoute Uranus dans nos planétaires. Et puis dans l'autre sens, une fois qu'on a Uranus, on peut calculer ses orbites.
Et puis, on mesure les orbites aussi, et puis on s'aperçoit que ça ne colle pas. Pourquoi ça ne colle pas? Eh bien, c'est Le Verrier, en 1846, qui dit, si ça se trouve, en fait, il y a aussi une planète numéro 8, et de fait, on observe Neptune. Alors, évidemment, les images que je vous ai données ici, elles sont un tout petit peu plus récentes que les images d'Herschel et de Le Verrier, puisqu'elles ont été faites par le James Webb Space Telescope, et c'est l'occasion de réviser le fait qu'il n'y a pas que Saturne qui a des anneaux. Dans le monde de l'infiniment petit, de la physique des particules, le modèle, cette fois-ci, eh ben, il n'est pas fait en métal ou en plastique ou en bois. Il est fait dans le langage de l'univers, ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Galilée, les maths. Et donc là, ici, vous avez une grosse équation, hyper élégante, croyez-moi, qui décrit le contenu de l'univers en termes de particules élémentaires. Alors, pareil, ça doit rendre compte à l'instant T où j'écris ma théorie de tous les objets physiques qui ont été observés dans le domaine qui m'intéresse. Et puis, ça s'appuie sur des principes et des lois. Et cette fois-ci, les principes, ça va être d'abord ceux de la relativité restreinte. Vous connaissez tous E égale mc2. E égale mc2, ça dit quoi? Ça dit les taux avec lesquels l'énergie se transforme en matière et vice-versa. Et puis, il y a aussi la mécanique quantique qui va, elle, me donner les probabilités avec lesquelles la matière se transforme en énergie et vice-versa. Et puis, en troisième position, mais super important, un concept vraiment central, celui de symétrie. On va demander à ce que notre modèle respecte les symétries fondamentales de l'univers. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous savez tous ce que c'est qu'une symétrie. Alors là, j'ai les mains prises, d'habitude je fais des démonstrations, là je ne peux pas. Imaginez un objet de symétrie sphérique. C'est un objet que je peux tourner dans tous les sens, on ne verra pas la différence. Donc une symétrie, dire qu'un truc respecte une symétrie de rotation par exemple, c'est dire que même si je fais des transformations, eh ben, je ne verrai pas la différence après. Donc il y a une invariance sous une transformation. Et là, pour les équations du modèle standard, enfin de la physique des particules, on va demander à ce que ça respecte des symétries, comme par exemple que ce soit symétrique sous translation dans le temps. C'est quand même pas aberrant de demander à ce que ma physique soit la même hier, aujourd'hui et demain. Évidemment, les valeurs des paramètres peuvent changer, mais les équations, elles, ne changeront pas de tête. Pareil pour les translations dans l'espace. Ma physique doit être la même, en tout cas les équations, là, là et là. Donc voilà, je construis le modèle le plus général possible, basé sur la relativité et la mécanique quantique, qui tiennent compte des objets physiques observés au moment où je construis ma théorie, et puis qui respectent les symétries fondamentales. Et hop, j'ai un modèle que je peux confronter à l'expérience. Alors ça marche comme tout à l'heure dans les deux sens. Je peux avoir l'expérience qui me dit « dis donc le modèle, il faudrait que tu changes quelque chose ». Par exemple, prenons l'histoire de Monsieur S, qui en 1912 embarque dans un ballon avec un électromètre pour mesurer la ionisation de l'atmosphère, c'est-à-dire l'électrisation de l'atmosphère. Et en fait, il s'aperçoit que l'ionisation de l'atmosphère, dont on pensait qu'elle était due à la radioactivité naturelle, dont il a été fait mention à la présentation d'avant, eh ben, elle augmente avec l'altitude. Ça veut dire qu'en fait, elle ne vient pas de la Terre, mais elle vient on le sait maintenant, des rayons cosmiques. Les rayons cosmiques, c'est quoi? À 90%, c'est des protons qui nous viennent du cosmos et qui bombardent l'atmosphère. Et ces protons, en bombardant l'atmosphère, produisent des gerbes de particules secondaires. Et pendant longtemps, avant qu'on ait des outils tels que les collisionneurs de particules, eh ben, c'était notre seule source de particules instables qu'on pouvait étudier. Et de fait, en 1937, deux équipes indépendantes l'une de l'autre découvrent en même temps, dans les rayons cosmiques, un truc qui ressemble à un électron, mais plus massif. Alors, en 1937, les physiciens sont super fiers d'eux, parce qu'en fait, on sait expliquer toute la matière. La matière est faite d'atomes. Un atome, c'est quoi? C'est un noyau atomique qui est fait avec des protons et des neutrons. Ça, c'est bon, c'est découvert. Autour desquels orbitent des électrons. Ça, c'est bon, c'est découvert. On a l'électromagnétisme, patacouva, blabla. On a tout expliqué. Et bim, on a cette espèce de chose-là qui ressemble à un électron, mais en plus massif. Et il y a un théoricien, un physicien qui a eu le prix Nobel de physique, M. Isaac Rabi, qui s'exclame « Mais enfin, mais qui a commandé ça ?» On a ce truc étonnant, on le met dans le modèle, on a un peu agrémenté la théorie pour tenir compte des observations expérimentales, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Une de mes histoires préférées. Dans la fin des années 20, M. Dirac décide de mettre en équation le comportement d'un électron libre qui se balade soumis à aucune interaction. Alors ça lui demande pas mal de gymnastique mathématique parce qu'il faut que cette équation elle respecte les principes, les symétries et puis les principes de relativité restreinte et de mécanique quantique. Et à la fin, il atterrit sur cette équation aussi super élégante, croyez-moi, qui est hyper efficace pour décrire le comportement d'un électron. Mais pas que. Cette équation, elle décrit aussi le comportement d'un truc vraiment très étrange, une particule qui a l'air d'énergie négative et de remonter le temps, c'est pas très physique tout ça.
En fait, si on regarde les choses différemment, eh ben, on s'aperçoit que son équation, elle décrit aussi une antiparticule d'énergie positive et qui va dans le bon sens dans le temps. Et de fait, quelques années après, M. Anderson découvre le positron, l'antiparticule de l'électron, dans une chambre à brouillard. Et donc, je suis ravie parce que maintenant, vous avez tous pu voir une chambre à brouillard en fonctionnement. Donc, je n'ai même pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Vous voyez ici une trace laissée par une antiparticule dans la chambre à brouillard utilisée par M. Anderson. Et alors, Dirac a eu cette phrase géniale. Il a dit, mon équation, elle est plus intelligente que moi parce que son équation a réussi à prédire l'antimatière alors que personne n'y avait pensé. Et donc, là, c'est un de ces exemples où la théorie permet de dire à l'expérience, va regarder là, tu vas voir, tu vas trouver quelque chose. Alors, comme ça, après 100 ans d'aller-retour entre développement théorique et expérimentaux, on arrive à le modèle standard. Alors, le modèle standard, c'est cette grande équation que vous voyez pour la première fois en gros. Elle a l'air impressionnante, mais en fait, chaque terme de cette équation décrit soit une particule qui se propage, soit des particules en interaction. En termes de contenu, le modèle standard, c'est la rosace qui est là. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de particules, de types différents de particules dans l'univers. Autour, en bleu, vous avez les particules de matière, qu'on appelle les fermions. Si vous voulez faire chic dans un dîner en ville, dites fermions, c'est classe. Et puis, ces fermions, ils interagissent entre eux selon les interactions fondamentales en échangeant un autre type de particules qu'on appelle les bosons vecteurs, qui sont en orange. Et puis au milieu, seul de sa catégorie, monsieur le boson de Higgs. Alors on va rentrer un tout petit peu plus dans les détails. Donc la matière d'abord. On a ici les 12 constituants élémentaires. En foncé en haut, les quarks, avec leur nom bizarre, qui nous vient de James Joyce, si je ne me trompe pas. Et puis en bas, en bleu plus clair, ceux qu'on appelle les leptons. Ça je sais, ça vient de leptos, c'est du grec pour dire léger. C'est les particules les plus légères. Alors chacune de ces particules est caractérisée par des nombres quantiques qui donnent sa carte d'identité. Bon, ils ont tous un nom. En l'occurrence, pour un physicien, le nom il est important, c'est ce qu'on appelle la saveur, c'est un nombre quantique. Ils ont tous une charge électrique qui peut valoir 0. 0, c'est une valeur de charge électrique. Ils ont une masse, et puis ils ont d'autres nombres quantiques, des trucs plus barbares que je ne vais pas aborder aujourd'hui, genre le spin, etc. Et tout ça, ça dresse leur carte d'identité. Pour donner quelques exemples, Feynman a dit tout est fait d'atomes. Les atomes, on l'a déjà dit, c'est des noyaux constitués de protons et de neutrons. Vous savez que les protons et les neutrons, ce n'est pas des particules élémentaires. Elles sont constituées de quarks. Et en première approximation, de quarks up et down. Donc je vous ai donné là la carte d'identité des quarks up, U et down, le petit d. Ils ont une charge électrique qui est un petit peu particulière parce qu'elle est fractionnaire. C'est plus 2 tiers pour le up et moins 1 tiers pour le down. Ils ont une masse. Alors, c'est 2,2 mégaélectronvolts. Pour ceux qui étaient là à la conférence juste avant, je n'ai même pas besoin d'expliquer le mégaélectronvolt, je suis trop contente. En fait, l'électronvolt, c'est l'unité d'énergie pour les physiciens, mais comme E égale mc2, on s'en sert aussi comme unité de masse. Donc là, c'est des mégaélectronvolts, l'ordre de quelques mégaélectronvolts pour le up et le down. Ces quarks, qui constituent principalement les neutrons et les protons, ils ont des copains. Ils sont 6 en tout. Et comme on est des poètes, nous, les physiciens, les 4 autres, c'est le charme, le top, l'étrange et le beau, s'il vous plaît. En fait, certains l'appellent le bottom, mais moi, je trouve ça moche, donc c'est le beau. Et puis, dans les légers, celui que tout le monde connaît, l'électron, avec une charge électrique de -1 et une masse de 511 kV, cette fois-ci, c'est la plus légère des particules chargées. Il a 2 cousins, le muon dont on vient de parler, et puis le tauron, encore plus massif. Et puis les 3 petits neutrinos, qu'on ne présente pas si vous avez suivi la conférence d'avant, des petites particules encore un peu mystérieuses, extrêmement légères et surtout de charge 0. Ils ne sont pas chargés électriquement. Alors ces particules interagissent entre elles, je l'ai dit, en échangeant des bosons. Et on va commencer par l'interaction fondamentale la plus, j'allais dire intuitive, mais plutôt familière, parce que tout est interaction électromagnétique. Donc la matière est faite d'atomes, d'accord. Donc il y a des noyaux très petits, très denses, et très loin de ces atomes, de ces noyaux très petits, très denses, il y a des électrons. Donc en fait, la matière essentiellement c'est du vide, des tout petits noyaux très petits avec des électrons très loin. Néanmoins, je ne passe pas à travers l'estrade. Et bien ça, c'est grâce à l'interaction électromagnétique. Toutes les propriétés physico-chimiques des éléments, des matériaux, électromagnétisme, le fait que je vois, que je projette sur cet écran, que je vous parle à travers le micro, électromagnétisme. Exemple que j'aime bien aussi, avez-vous déjà vu des geckos, ces espèces de lézards, ils marchent au plafond, électromagnétisme, enfin voilà. Donc elle est partout, cette interaction. Le messager, c'est le photon. En version de physicien, l'interaction, elle est présentée par, ça c'est un exemple de graphe de Feynman, on appelle ça un graphe de Feynman, qui représente une interaction, là c'est une répulsion entre 2 électrons.
en échangeant un photon. Et les particules qui sont sensibles à cette interaction sont toutes celles qui ont une charge électrique non nulle. Donc tous les bleus que j'ai représentés là, en ce qui concerne les fermions, tout le monde sauf les neutrinos. La deuxième, c'est l'interaction forte. Alors celle-ci, elle est responsable de la cohésion de la matière nucléaire dans les noyaux, le fait que les protons et les neutrons collent ensemble pour faire des noyaux denses, et des quarks dans les protons et les neutrons. Donc comme ça colle et que des fois on manque d'imagination, on a appelé ça de la glu, et donc les messagers s'appellent les gluons, qu'on représente par ces espèces de petits ressorts là dans les graphes de Feynman. Et les particules concernées, c'est les quarks et les gluons. Alors à un moment, on m'avait dit ton public, ça va être des lycéens. Et donc je me disais que personne ne saurait de quoi je parle avec le gluon du trou, mais peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui regardaient Téléchat et qui se rappellent du gluon du trou, qui n'existe pas dans le modèle standard de la physique des particules. Et puis, dernière interaction fondamentale, l'interaction faible, dont on reparlera un peu plus tard. Mon prédécesseur en a parlé aussi, donc je trouve ça génial parce qu'il a tout introduit. Elles sont responsables, ces interactions, des désintégrations bêta essentiellement, des désintégrations qui ont lieu au cœur du Soleil, et l'âge du Soleil est dû au fait que ces interactions sont faibles. Le fait qu'il n'ait pas fait dans une grande explosion et qu'il brille encore. Les messagers, on en reparlera aussi, s'appellent W+, W- et Z0, et les particules concernées sont tous ceux qui ont une saveur, un nom, et donc elles ont toutes un nom, elles sont toutes sensibles à ça. Alors je viens de dire une énormité, personne n'a réagi. Vous dormez ou quoi? L'énormité que j'ai dite, c'est « et enfin, l'interaction faible ». Donc vous êtes tous persuadés qu'il n'y a que 3 interactions fondamentales? Non, je l'ai dit la forte, elle est avant. Si je trouve le bon bouton, je peux montrer, c'est les gluons. Hein? Mais oui, il y en a 4. C'est qui la 4e? Ouais. Et donc, j'en ai pas parlé exprès. Pourquoi? Eh bien, c'est l'épine dans le pied des théoriciens. En fait, l'interaction gravitationnelle, je vais lire mes commentaires à l'envers, elle est 40 ordres de grandeur moins intense que les 3 autres. 40 ordres de grandeur, 10 puissance moins 40. Ce qui fait que, eh bien, pour voir des effets de l'interaction gravitationnelle, il faut des masses gigantesques. Et donc, ça se voit à grande échelle. Ça se voit dans l'univers. C'est dans l'infiniment grand qu'on voit bien l'interaction gravitationnelle. Et nous, on est dans l'infiniment petit, avec des particules qui, du coup, ne sentent essentiellement que les 3 autres. Et puis, de toute façon, qui ont des masses extraordinairement faibles. J'en profite pour vous donner un ordre de grandeur. La masse du proton, c'est 1 gigaélectronvolt, et ça fait 1,8 10 puissance moins 27 kg. On n'est pas dans les grosses masses, là. Donc, c'est pas grave qu'elle ne soit pas dans la théorie, parce qu'expérimentalement, comme elle est beaucoup moins intense que les autres, elle ne nous gêne pas pour nos résultats expérimentaux. Par contre, sérieusement, ça nous embête. On aimerait bien avoir une théorie complète qui tienne compte à la fois de la gravitation, qui est décrite par la relativité générale d'Einstein, et les 3 autres, qui, elles, sont décrites par le modèle standard. Donc, pour l'instant, on n'y est pas, mais on cherche. Et donc, j'ai fini de décrire le modèle standard. Non, il me manque le héros du jour, le boson de Higgs, dont je vais parler un peu maintenant en vous expliquant d'où est-ce qu'il sort. Alors, on va faire un petit rebelote, revenir en arrière pour vous présenter un autre géant que j'aime bien aussi, M. Fermi. En l'occurrence, M. Fermi, c'est lui qui a donné le nom de neutrino au petit neutrino dont on a parlé avant, qui est le premier à avoir fait un modèle théorique des interactions faibles, avec une interaction dont vous voyez ici qu'on appelle une interaction de contact, il n'y a pas de boson vecteur, et qui était un truc super pour rendre compte de tout un tas de phénomènes, essentiellement à basse énergie, avec un petit défaut, si on fait des calculs à haute énergie, eh ben les valeurs prédites par ce modèle tendent vers l'infini. Un peu gênant, c'est pas très physique tout ça. Et puis de plus en plus, on faisait des expériences à haute énergie, et donc ce modèle n'était plus satisfaisant. Alors la solution a été donnée par M. Schwinger en 1957. Pourquoi ne pas faire comme avec les 2 autres interactions? Et puis, vous voyez, l'électromagnétisme, il y a le photon qui intervient. L'interaction forte, il y a le gluon, on n'a qu'à faire pareil. Et puis, comme il faut rendre compte des désintégrations bêta, on a besoin de bosons chargés, et donc on invente le W+, et le W-. C'est les 3 prix Nobel du haut, les 3 géants, Glashow, Salam et Weinberg, qui en 67 mettent en équation tout ça, et font une très jolie théorie pour rendre compte des interactions faibles avec des bosons vecteurs. Avec des conséquences assez surprenantes de cette théorie. Les conséquences surprenantes sont les suivantes. D'abord, cette théorie prédit aussi l'existence d'un boson vecteur, le Z0, alors qui n'avait été intuité par personne. Hein. Ce truc-là, c'est un pur produit de la théorie. C'est-à-dire qu'on n'avait vu aucun phénomène qui mettait en jeu des bosons Z. Personne ne s'était dit, tiens, il manque un boson Z. Donc déjà, cette théorie, elle prédit quelque chose que personne n'avait cherché jusque-là. Et puis ensuite, pour rendre compte
des résultats expérimentaux sur les interactions faibles, on est obligé de supposer que ces bosons vecteurs ils sont très massifs, 100 gigaélectronvolts, 100 fois la masse du proton. Et alors, vous allez donc, pour valider une théorie assez étrange comme celle-là, la meilleure chose à faire, en fait, c'est d'observer ces bosons et puis de mesurer leur masse. Sauf qu'à l'époque, on n'a pas des collisionneurs assez puissants pour les produire. Et donc, l'idée de génie vient du CERN, avec 2 autres géants, Rubia et Vandermeer, qui se disent il n'y a qu'à prendre des particules très massives, et puis il faut y aller là. On va faire des collisions protons-antiprotons, on va manipuler l'antimatière. Et donc, on a déjà au CERN l'accélérateur SPS, qui accélère des protons à haute énergie. On construit tout exprès pour ces 2 bosons vecteurs un accumulateur d'antiprotons, le AA, qui est donc un accélérateur d'antimatière pour faire des collisions protons-antiprotons. On construit aussi 2 détecteurs d'un genre nouveau. On est très, 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 très loin de la chambre à brouillard, là. C'est des détecteurs complètement électroniques. Il y avait les détecteurs UA1 et UA2. Et en 1983, on annonce la découverte du boson Z que personne n'attendait et des 2 bosons W, W+, et W-, à des masses effectivement gigantesques. Alors vous allez me dire, mais pourquoi elle nous parle de ces bosons-là? Nous, c'est le X qui nous intéresse, c'est quoi le problème? Eh bien, le problème, c'est que, je l'ai dit il y a longtemps maintenant dans mon talk, on construit la théorie en exigeant qu'elle respecte les symétries fondamentales de l'univers, et parmi ces symétries, il y en a qui imposent que pour que l'équation tienne debout, toutes les particules doivent être de masse nulle. Expérimentalement, on voit bien que les particules ne sont pas de masse nulle, a fortiori les 2 monstres qui ont des masses extraordinairement élevées. Donc, il va falloir trouver Alors, il y a un moyen très simple. Je prends ma théorie, je la flanque à la poubelle et je recommence tout de zéro. Sauf que cette théorie, depuis des dizaines d'années, à cette époque-là déjà, elle prédit des choses qui sont corroborées par l'expérience. Donc, on essaye plutôt de voir comment on peut la modifier pour que ça marche. Et donc, ça, c'est le génie de plein de théoriciens, mais surtout messieurs Higgs, Englert et Brout, qui trouvent une astuce dont je vais vous parler maintenant pour faire en sorte qu'on garde les symétries tout en se permettant de les bousiller un petit peu. Et ça s'appelle, c'est poétique, une brisure de symétrie douce. C'est beau, hein? C'est beau. Alors, comment ça marche? Eh bien, il suffit de rajouter dans ma grosse équation un potentiel de ce type que nous appelons, pour des raisons assez évidentes, un potentiel en chapeau mexicain. Ce truc-là a une symétrie parfaite de rotation autour de l'axe vertical. Si je colle une particule dans ce potentiel, ici par exemple, je suis toujours parfaitement symétrique. Sauf que cet état-là, il est instable, il est métastable. On voit bien que la moindre petite perturbation, la particule va tomber au fond du chapeau mexicain. Mieux que ça, la nature, elle préfère les états de plus basse énergie. Et donc, l'univers maintenant, il ressemble plutôt à ça. Les particules sont tombées au fond du potentiel de Higgs. Et ce faisant, on voit bien qu'on a brisé la symétrie parce que la particule, elle est dans un endroit particulier, à un angle particulier du fond du chapeau mexicain. L'ensemble particule plus potentiel n'est plus symétrique. Alors j'ai pris d'énormes raccourcis, mais c'est pour vous faire comprendre ce que c'est qu'une brisure de symétrie douce. On a gardé la symétrie des équations, le potentiel il est toujours symétrique, mais on a permis que les états physiques, les particules, brisent ces symétries et là, en l'occurrence, acquièrent des masses. Donc c'est ça, une brisure douce de symétrie. Donc évidemment, ça correspond à une manipulation des mathématiques, au-delà du chapeau mexicain. Et donc l'équation, elle change un peu de forme parce qu'il y a un nouveau terme dedans qui implique ce champ, je vais dire le mot, phi, là, que j'ai mis en orangé. Et ce champ, il correspond potentiellement à une nouvelle particule. Donc pour valider cette théorie, le mécanisme qu'on appelle le mécanisme de Higgs, il faut voir si on ne peut pas trouver cette particule. Et c'est là que les challenges technologiques commencent. Parce que le boson de Higgs est une particule instable. Alors, je vais le faire quand même. J'ai déjà demandé à des quatrièmes et la réponse m'avait fait rire. Vous savez tous ce que c'est qu'une particule instable? Non. Alors, quand j'avais demandé au quatrième, manifestement, il en avait super marre de m'entendre parler. Et donc, il m'avait répondu, c'est une particule qui ne tient pas en place. Et ça, apparemment, c'était du vécu de la part des quatrièmes en question. Mais en fait, non. C'est une particule qui, sitôt créée, sitôt désintégrée. Alors, il se trouve que la plupart des particules élémentaires sont instables. Sauf celles qui nous constituent. Et coup de bol, sinon on ne serait pas là pour en parler. Celles qui nous constituent, c'est... Alors, le photon aussi est stable. L'électron est stable, et puis les protons et les neutrons, quand ils sont dans les noyaux, ils sont stables, coup de bol. Sinon, toutes les autres sont instables. Instable, ça veut dire, dès qu'elles sont créées, elles se désintègrent en d'autres particules. Et quand je dis sitôt créé, sitôt désintégré, ça prend un temps infiniment plus court que le temps qu'il me faut pour dire sitôt.
Par exemple, pour le boson de Higgs, c'est 10 puissance moins 22 secondes, 0,2101 seconde. Donc, pour étudier le boson de Higgs, est-ce que j'attends benoîtement dans mon fauteuil de physicien que la nature veuille bien m'en désintégrer un sous le pif? Non, je vais le produire. Et ça, je le fais grâce à des collisions de particules, en particulier dans le collisionneur de particules le plus puissant qui ait jamais été construit, le LHC, le Large Hadron Collider au CERN. Alors, comment ça marche ce bidule? Eh bien, on s'appuie encore sur E égale mc2. Alors, pour ceux qui ont fait de la relativité restreinte, levez la main qu'ils se dénoncent. Wow. Donc, je ne dis pas gamma mc2. OK, je vais garder E égale mc2. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que à partir d'énergie, je peux créer de la matière et donc des particules massives. Mais à partir de la masse des particules, je peux aussi créer de l'énergie et ainsi de suite, créer des nouvelles particules. Donc, ce que je fais, c'est que je prends des particules massives. Pour nous, ça va être des protons. Ils ont donc leur énergie de masse, mais ils ont aussi l'énergie cinétique que je leur communique en les accélérant très très fort. Plus je les accélère, plus j'aurai d'énergie dans la collision. Et à partir de l'énergie créée au moment de la collision, eh bien, je sors d'autres masses. J'insiste un petit peu parce que ce mot de collision, il peut prêter à confusion. Quand on me dit collision, moi j'entends carambolage. Sauf que quand il y a un carambolage de voitures sur la route, les débris qui sont éjectés, c'est vraiment des débris des voitures. Ça va être un volant, une portière, un bout de pare-brise, blabla, j'en passe, des pneus. Ça, c'est préexistant dans les voitures, c'est des bouts de voitures. En mécanique quantique, il y a disparition des machins que j'ai fait se collisionner et création complète de nouvelles particules. C'est pour ça que j'aime bien ce petit dessin qui a été fait il y a longtemps déjà par les physiciens du CERN. Au CERN, on accélère des fraises des bois, mais vraiment à très, 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 très haute énergie. On les fait se collisionner et qu'est-ce qu'on récolte? Des bananes, des poires, des prunes, etc. On est d'accord? La banane n'est pas un débris de la fraise des bois. Elle n'était pas préexistante dans la fraise des bois. Donc, en mécanique quantique, il y a vraiment annihilation de particules, les fraises des bois disparaissent, et création de particules, la banane apparaît. Évidemment, E égale mc2, si je veux créer une particule d'une certaine masse, il faut que je mette l'énergie correspondante. Et là, on n'a pas de bol. La théorie, elle prédit absolument pas quelle est la masse du boson de Higgs. Donc, comment je fais pour le chercher? Tout ce que je sais, c'est que les collisionneurs précédents n'ont pas observé le boson de Higgs. Donc, je sais qu'il est au moins à masse plus élevée que celle qui était accessible aux collisionneurs précédents. Et donc, pour me donner une chance de le trouver, eh ben, je vais faire des collisions à la plus haute énergie possible. C'est le premier point du cahier des charges du LHC quand on l'a pensé. C'est des collisions à haute énergie. Et le deuxième point, je ne connais pas la masse du Higgs, mais une fois que je fais une hypothèse de masse de boson de Higgs, ma théorie me permet de calculer avec quelle probabilité je vais produire un boson de Higgs dans les collisions. Et c'est tout petit. C'est 1 sur 10 milliards. Donc non seulement j'ai besoin d'avoir des collisions à haute énergie, mais j'ai besoin d'avoir beaucoup de collisions, souvent. C'est ça le cahier des charges du LHC. Ça en fait une machine incroyable, exceptionnelle. Alors, j'en profite juste pour vous dire que les temps de la recherche sont des temps longs qui ne correspondent pas à grand-chose dans notre vie de tous les jours. Le LHC, on y a pensé en 1984, et vous verrez plus tard qu'on a vu les premières collisions en 2009. On prend le temps, c'est pas grave. Alors le LHC, c'est le large, parce qu'il fait 27 km de circonférence, hadron, parce que ça, c'est le mot générique pour les particules constituées de quarks, donc les protons, c'est le cas pour les protons. Collider, parce que collisionneur. C'est donc un tunnel à en moyenne, enfin deux tubes à en moyenne 100 mètres sous terre, sous la frontière franco-suisse qu'on ne voit pas bien mais qui est en pointillé blanc, là, au CERN, près de Genève. Et donc dans ces tunnels, on fait voyager à presque la vitesse de la lumière des protons dans un sens et dans l'autre. Et en quelques points de l'anneau, on fait se collisionner les protons. Donc cette machine exceptionnelle elle a des caractéristiques que moi je trouve dingues. Par exemple, dans les tubes dans lesquels voyagent les protons, on a envie que règne le vide. On n'a pas envie que nos protons ils aillent se tamponner contre n'importe quoi qui traîne dans le tube, plutôt qu'ils se tamponnent contre le proton qui arrive en face. Et donc, on y fait régner un ultra-vide, 10-13 atmosphères, et ça, sur les deux tubes, sur 27 km de circonférence, c'est pas rien. Les protons, ils voyagent en paquets. On a des milliers de paquets de protons dans le LHC. Chaque paquet contient 150 milliards de protons, c'est l'ordre de grandeur. 150 milliards, moi, ça ne me disait rien, jusqu'à ce qu'on me dise, c'est à peu près le même ordre de grandeur que le nombre d'étoiles dans la galaxie. Pas mal. Ces paquets, ils font 11 245 fois le tour des 27 km de circonférence par seconde. Si on fait le calcul, ça fait 1 milliard de kilomètres heure. En vitesse de la lumière, ça fait 99,999991% de la vitesse de la lumière. On n'est pas loin de la vitesse de la lumière. Ces paquets de protons, ils font quelques centimètres de long.
et 1 mm en dimension transverse quand ils voyagent dans le cœur de l'anneau. Mais le problème, c'est que ces trucs-là sont pleins de vide. Il y a beau y avoir 150 milliards de protons par paquet, comme un proton, c'est de l'ordre de 10-15 mètres en taille, ben les paquets sont pleins de vide. Et donc les chances pour que j'ai des collisions proton-proton quand je fais se rencontrer deux paquets sont faibles. Par croisement de paquets, si je fais rien, j'ai 1 ou 2 protons qui collisionnent contre un proton qui arrive en face. Donc comme nous, on veut beaucoup de collisions souvent, eh ben, ce qu'on fait, c'est que juste avant le point de collision, on squeeze les paquets de protons pour qu'ils aient des dimensions transverses vraiment petites pour augmenter les chances de collision. À ce moment-là, leur dimension transverse, c'est 15 microns. Moi, ça ne me dit rien, 15 microns. Donc en fait, j'ai réfléchi. C'est couper les cheveux en 4. C'est un quart de cheveux, mais évidemment pas dans le sens de la longueur. Hein, ça, c'est trop fastoche à faire. C'est dans le sens de l'épaisseur. Ça, c'est la taille des paquets de protons. Vous imaginez, puis il y en a 150 milliards dedans. Et là, ça nous permet d'avoir quelques dizaines de collisions proton-proton par croisement de paquets. Et puis donc, quand on fait ces collisions, on a une énergie de 14 téraélectronvolts cette fois-là. Téraélectronvolts. Donc, le truc, c'est que quand on cherche à donner une image de ce que c'est que cette énergie, bah, c'est l'énergie d'un moustique en vol. On dit, bah, flûte, alors, c'est le collisionneur le plus puissant qu'on ait jamais construit, à plus haute énergie. Et un moustique en vol, ouais, mais dans un volume 1000 milliards de fois plus petit. Et donc, la densité d'énergie est colossale. Alors, tous ces paquets de protons, ils circulent dans le LHC sur une trajectoire extrêmement bien définie, parce que si jamais ils traversaient la paroi des tubes, ils feraient des trous dedans, ce qui serait très, très dommage. On a mis du temps à le construire, le truc. Et tout ça, c'est fait par plus de 9300 aimants. Les plus impressionnants, c'est les 1232 dipôles. Les dipôles, c'est ceux qui sont responsables de la courbure des trajectoires des protons. Donc ces aimants-là, ils font chacun plus de 14 mètres de long, 35 tonnes. Et ils équipent donc 18 km sur les 27 km du LHC. C'est des dipôles qui sont faits d'un bobinage de supraconducteurs. Tout le monde sait ce que c'est qu'un supraconducteur. J'ai décidément pas des lycéens dans la salle, hein, je le note. Et donc ce supraconducteur, le nobium titane, c'est des filaments qui sont tressés, non, des brins qui sont tressés en filaments, eux-mêmes torsadés en câbles. Et on peut faire le calcul, il y a 7600 km de câbles supra dans le LHC. Ça fait 5 allers-retours Terre-Soleil en brins, plus un petit peu de rap pour aller sur la Lune. Et évidemment, comme on veut que ce soit supraconducteur, c'est du matériel qu'on utilise de manière cryogénique. C'est utilisé à 1,9 Kelvin, donc on est à moins de 2 degrés du zéro absolu, moins de 271 degrés Celsius, de l'ordre de, si vous voulez réfléchir en la température ambiante, moins 271 degrés. Et donc ça en fait le plus gros frigo du monde, parce qu'il y a 40 000 tonnes de matériel à cette température. Et ça a l'air complexe, mais ça marche super bien même. Alors, il a fallu attendre le 20 novembre 2009. Mais le 20 novembre 2009, on a eu le premier faisceau, puis le deuxième qui ont circulé dans le LHC. Alors, comme vous me voyez, les physiciens sont des gens extraordinairement sérieux. Et c'est ça l'effet que ça fait. 20 ans après avoir imaginé une manip, enfin, ça marche. Donc, ça nous réjouit profondément. On était vachement contents. Même Google nous a fait une bannière, si ce n'est pas la classe, ça. Et donc, on a commencé à pouvoir enregistrer des données, à pouvoir faire des collisions. Et depuis cette date, le LHC a produit des millions de bosons de Higgs. Mission accomplie. Alors, on fait des collisions de particules, on crée des particules avec une certaine probabilité. Une fois sur 10 milliards, on produit un boson de Higgs qui est instable. Il se désintègre en d'autres particules qu'il va falloir détecter, mesurer, identifier pour remonter à ce qui s'est passé dans la collision. Et c'est ce qu'on fait dans nos détecteurs de particules. Alors, le principe, évidemment, c'est toujours la même question. Hein. Une particule infiniment petite, c'est invisible. Comment je fais pour la voir ? C'est exactement la même chose que si je cherchais à détecter le passage de l'homme invisible. Par définition, je ne vais pas le voir, il est invisible. En revanche, j'ai qu'à ruser et coller, par exemple, une plage de sable mouillé sur sa trajectoire. Et non seulement je saurais qu'il est en train de passer, mais je saurais combien il chausse, et c'est une information supplémentaire. Je fais pareil avec les particules, je ne peux pas les voir, mais je vois les traces qu'elles laissent, comme dans la chambre à brouillard, en interagissant avec la matière des détecteurs qu'elles traversent. Alors, pour la chasse aux Higgs, il y a plus de détecteurs que ça au LHC, mais pour la chasse aux Higgs, il y en a deux monstres technologiques dans leur caverne à 100 mètres sous terre. CMS en rouge là-haut, d'un côté de l'anneau, et Atlas de l'autre, qui sont tous les deux de conceptions technologiques très très différentes, mais qui sont basées sur les mêmes principes. Là, je vous montre une tranche d'Atlas. C'est un plan transverse. Les faisceaux arrivent perpendiculairement au plan de l'image, de part et d'autre, et collisionnent au centre du détecteur. Et vous voyez, on a différentes couches. Alors, pourquoi on a différentes couches ? Oui, il y a une chose que je n'ai pas dit. En fait, ces détecteurs, c'est un peu comme des appareils photo. Le but du jeu, c'est de prendre une photo de la collision qui se passe.
Alors au début, je frimais en disant, vous vous rendez pas compte, ces détecteurs, ils ont 100 millions de canaux d'électronique. C'est comme si j'avais un appareil photo avec 100 millions de pixels. Et puis les appareils photo font des progrès. Et puis tout le monde me dit, ouais, bon, bah, je sais pas, tout le monde en a des appareils photo avec des dizaines de millions de pixels, ok. Bon. Mais, je peux encore frimer un peu. Ces appareils photo-là, ils sont cadencés comme le LHC. Et le LHC, il fait des collisions tous les 25 milliardièmes de seconde. Là, c'est bon, Canon peut aller se rhabiller, je suis tranquille. Nikon, pareil, et pas de pub, pas de pub. Et puis, deuxième chose, un appareil photo, le capteur, il est très homogène. Tous les pixels sont pareils. Évidemment, là, ce n'est pas le cas. Là, vous voyez, par exemple, il y a des détecteurs qui font des couches comme ça. C'est ce qu'on appelle un tracker. Ce truc-là, ça me permet de carrément reconstruire la trajectoire, comme la trace de l'homme invisible sur la plage, la trajectoire des particules chargées. Les détecteurs au-dessus, le marron, qu'on appelle un calorimètre électromagnétique, là, les électrons et les photons seulement vont déposer toute leur énergie. Donc je pourrais identifier électrons et photons et puis mesurer leur énergie. Le bleu, c'est un calorimètre hadronique. Ça fait pareil avec les particules constituées de quarks. Et puis, le plus externe par rapport au point d'interaction, c'est le détecteur à muons, parce que les muons, c'est les seules particules qui vont tout traverser sans déposer toute leur énergie. Alors, ce n'est pas les seuls. Il y a les neutrinos, mais les neutrinos n'interagissent pas du tout. Donc on les rate. Comment on sait qu'il y a eu des neutrinos? On y va en creux. On fait un bilan d'énergie, puis s'il en manque, c'est les neutrinos qui l'ont embarqué. Donc, je vous ai dit qu'ils avaient des technologies très, très différentes, mais même principe. Atlas, c'est un géant. Un jour, je me suis aperçue qu'en fait, il avait les mêmes dimensions que l'Arc de Triomphe à Paris. Pour ceux qui n'ont pas vu l'Arc de Triomphe et qui donc trouvent ça pas très impressionnant, vous prenez un immeuble de 7 étages et vous le couchez sur le flanc et vous avez Atlas. Donc, c'est vraiment un gigantesque détecteur. Je donne la preuve de ça. Ça, c'est une photo d'Atlas. Il était en construction, c'est en 2006. Si vous regardez bien, là, il y a un monsieur. C'est juste pour vous donner une idée de l'échelle du truc. Alors ça, c'est un géant, Atlas, mais il ne pèse que 7000 tonnes. Parce qu'en fait, lui, là, c'est le vrai balourd. CMS, il pèse 14 000 tonnes, mais il est 2 fois plus petit. Donc là, on est dans le compact. D'ailleurs, le C de CMS, ça veut dire compact. J'en profite pour dire que l'exceptionnel dans les manips LHC, ce n'est pas que sur la technologie. Pour imaginer, créer, concevoir, faire marcher et exploiter ce type d'accélérateur, de collisionneur ou de détecteur, il faut des milliers de physiciens. Donc, il y a vraiment des milliers de physiciens. Pour Atlas et CMS, c'est à chaque fois des milliers de physiciens qui viennent de dizaines de pays différents, ce qui fait des collaborations très, très chouettes. Et puis voilà, grâce à tous ces efforts technologiques, toutes ces années passées à construire ça, on a découvert le boson de Higgs. Je vous donne ici 2 événements reconstruits, un dans CMS et un dans Atlas. C'est ce qu'on appelle des candidats bosons de Higgs. Il y a une forte probabilité pour que ce soit un boson de Higgs qui se soit désintégré, même si évidemment on ne le saura jamais avec certitude, à 100%, zéro erreur, quoi. Là, dans CMS, quand le boson de Higgs se désintègre en 2 photons, et puis dans Atlas, quand il se désintègre en 4 muons. La découverte a été annoncée le 4 juillet 2012 dans le monde entier. Toute la presse du monde entier en a parlé, les radios, les télés. On était scotchés parce que personne ne parle jamais de physique des particules. Et alors là, tout le monde s'y est mis. Et puis, 1 an après, le prix Nobel de physique a été décerné à messieurs Englert et Higgs. Alors moi, j'étais très, très fière parce que les prix Nobel, ils sont toujours décernés aux théoriciens qui ont inventé les choses, les théories, les particules, etc. Et là, on est cité dans le texte, Atlas et CMS, ils sont cités dans le texte du prix Nobel. Et du coup, moi, je me sentais comme si j'avais reçu un 10 millième de prix Nobel. J'avais fait un pari débile et j'ai passé une journée entière avec un nœud papillon à carreaux. J'ai gagné, ou plutôt, j'ai perdu mon pari, mais j'ai gagné parce que voilà, j'avais mon 10 millième de prix Nobel. Et alors, on peut se poser la question, et après, voilà, on a trouvé le boson de Higgs, qu'en est-il du modèle standard maintenant qu'on l'a observé? Eh bien, le modèle standard, il est complet. Vous voyez ici toutes les particules du modèle standard qui étaient sur ma rosace avant, l'échelle des X, c'est le temps. Et chaque barre représente le temps qui s'est écoulé entre le moment où on a postulé l'existence de la particule et le moment où on l'a découvert. Il y a 2 points singuliers là-dedans. Il y a le muon là-haut. Évidemment, il n'y a pas d'extension puisque lui, il n'a pas été postulé, il a été vu alors que personne ne songeait qu'il pouvait exister. Et puis l'autre point singulier, c'est le boson de Higgs. Vous voyez qu'il nous a quand même donné pas mal de fil à retordre, le petit chameau. Et donc, voilà, on a un modèle qui est complet, qui est prédictif, robuste, qui est validé expérimentalement. Donc on devrait être super content de nous. Et puis on devrait s'arrêter de travailler, ça y est, c'est bon, on a tout fait. En fait, non, il en manque, comme qui dirait, un tout petit peu. Le modèle standard est hyper efficace pour expliquer
5% du contenu en énergie de l'univers. 25% qui reste, c'est de la matière noire dont on ne sait pas grand-chose, rien en fait. Et 70%, c'est de l'énergie noire dont on ne sait à peine plus. Et donc, il y a plein de questions ouvertes, ce qui est chouette, ça nous fait plein de questions à se poser. Où est passée l'antimatière, par exemple? Qu'est-ce que l'énergie noire? Qu'est-ce que la matière noire? Que faire de la gravitation? Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, etc., etc. Donc, il doit y avoir autre chose. Et pour ça, je vais vous donner quelques exemples des expériences ébouriffantes qu'on est en train de concevoir pour essayer d'accéder à ce qu'il y a au-delà du modèle standard. Par exemple, en continuant sur notre lancée, construire un collisionneur à encore plus haute énergie. Et donc, on imagine un collisionneur qui ferait 100 km de circonférence. Je ne sais pas si vous voyez, mais le petit rond ici, là, c'est le LHC avec ses 27 km de circonférence et qui est déjà gigantesque. Et donc là, pourquoi pas 100 km? Du côté de la physique des neutrinos, on l'a dit, le neutrino interagit extraordinairement peu avec la matière, donc pour pouvoir le détecter, il faut s'en donner les moyens. L'expérience de future génération au Japon, Hyper Kamiokande, c'est en toute simplicité 260 000 tonnes d'eau hyper pure dans un tank qui fait 60 mètres de haut, 74 mètres de diamètre, à quelques centaines de mètres sous terre. Les ondes gravitationnelles aussi. Alors, les ondes gravitationnelles, vous savez probablement qu'elles ont été observées pour la première fois en 2015 avec ce qu'on appelle des interféromètres, qui sont des instruments qui sont sur Terre. Et ça permet d'observer les ondes gravitationnelles produites par des coalitions, par exemple, de trous noirs galactiques, des petits trous noirs ou de trous noirs galactiques et d'étoiles à neutrons. Si on veut observer, parce qu'on aime bien les trucs étranges, des fusions de trous noirs supermassifs, les monstres qui sont au cœur des galaxies, alors il faut un interféromètre trop grand pour être sur Terre. Et donc nous, on a décidé d'aller en construire un dans l'espace à l'aide de 3 satellites qui feront les bras d'un interféromètre avec des bras de 2,5 millions de kilomètres de long. Donc ça, ce sera plutôt pour 2035, c'est la mission LISA. Et puis un autre truc gigantesque, pour observer les rayons gamma de ultra haute énergie sur Terre, on est en train de construire CTA, un observatoire qui sera constitué de plusieurs centaines de télescopes. Il y a 2 sites au nord et au sud, un au Chili et un à La Palma dans les Canaries. Voilà, c'est quelques exemples de ce qu'on imagine pour aller au-delà du modèle standard et comprendre ce qu'il y a après. Alors, je voudrais juste terminer en disant les épaules des géants, bien sûr. Tout ce qu'on imagine là, c'est parce qu'on s'appuie sur tout ce qui a été fait avant. C'est parce qu'on s'appuie sur les géants, of course. Tous les prix Nobel dont j'ai mis la photo dans ma présentation, bien sûr, il y a des géants, mais ils ne sont pas tout seuls. Il y a des milliers de physiciens qui bossent. Et donc, voilà, j'aime bien cette photo de pyramide humaine. C'est sur les épaules d'un peu tout le monde quand même. Je vous remercie de votre attention. C'est nous qui vous remercions. Merci 1000 fois, Nathalie Besson. C'était vraiment passionnant. Et croyez-moi, c'est une sacrée gageure de présenter des sujets aussi complexes, techniques et riches en quoi? Même pas 3 quarts d'heure. C'était vraiment super. Moi, j'ai plein de questions, mais je pense que le public en a aussi, donc je vais venir vous tendre un micro pour que vous puissiez les poser, ces questions. Vous avez montré, à propos du lien entre théorie et expérience, à la fin, il y a quelques slides, peut-être avant-dernière slide, vous montrez que la plupart de ces particules ont d'abord été théorisées avant d'être découverte. Et ce qui m'a surpris, c'est que c'est vrai pour quasiment toutes, à l'exception du muon peut-être, sauf erreur, toutes en fait ont été théorisées avant d'être découvertes, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Même l'électron. L'électron a été supposé, on a étudié l'électricité et on a supposé l'existence de l'électron. En fait, si. Mosley. J'ai oublié Mosley, pardon. Ouais. Il y a un cas particulier qui m'intéresse aussi, c'est celui-là, là, parce que sur Thau, c'est ça? Je me trompe, c'est lui? Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que on a l'impression que c'est les deux en même temps, à la fois découverte théoriquement et expérimentalement. En fait, dans ces années-là, dans les années 70, la structure du modèle standard, elle est déjà vraiment bien comprise, et puis elle donne des prédictions théoriques très solides. Et cette structure, elle dit qu'il y a 3 familles. Quand j'ai dit qu'il y avait l'électron, le neutrino électronique et le quark up et down, ça fait une famille de quarks, un de charge plus 2 tiers, un de charge moins 1 tiers, un lepton chargé et un lepton neutre. Ça forme une famille. On a découvert ensuite la 2e famille. Et il y avait des raisons théoriques pour lesquelles on avait une 3e famille. Donc, il n'y avait pas trop de doute sur le fait que le taux existait. C'est plutôt ça. Voilà. C'est pareil, hein, après, et puis ça a été très vite pour le trouver. Après,
Le taux neutrino, le neutrino taux, pardon, le top, tout ça, c'est pareil, il n'y avait pas de doute, mais eux, ils sont compliqués à aller chercher, et donc ça nous a pris un petit peu de temps. Le Higgs, là, c'est oui, c'est un quand peu même, match. c'est ça, ça a pris du temps, mais il a été finalement découvert. Ces immenses installations, ces équipements scientifiques extraordinaires, on ne va pas poser la question du prix, ni de l'utilisation énergétique, ni bon, ça ne doit pas être anecdotique. Et à la maintenance, peut-être qu'il y a des questions qui se posent. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, avec la raréfaction de certains matériaux, peut-être, avec la difficulté d'approvisionnement parfois qu'on peut, question que je vous pose, que je viens d'inventer. Ouais, je vois ça, ouais, sinon, ça me prend par surprise. On la met de côté, c'est pas grave. Non, c'est pas ça. On le sait qu'on va exploiter. Alors. Et je dis ça parce qu'à la fin, vous présentez à la fin de votre intervention, vous donnez un aperçu des grands équipements qui se préparent, alors qui s'imaginent, mais on se dit, mais où est-ce qu'ils vont trouver l'ingénierie et puis voilà. L'ingénierie, c'est juste parce qu'on fait travailler notre cerveau. Ça, c'est pas un problème. On invente. Oui. C'est d'ailleurs un truc rigolo, c'est que comme on sait qu'on va mettre 20 ans pour les construire, on est obligé de se projeter sur l'évolution de certaines technologies. Et puis surtout, à la fin, on a des détecteurs qui ont l'air très obsolètes. Moi, je me rappelle avoir fait visiter la control room d'Atlas à des étudiants qui m'ont dit « Oh là là, c'est ça la technologie de pointe, mais arrête, j'ai un ordinateur mieux que ça dans ma chambre. » Je dis « Ouais, d'accord, mais nous, quand on a commencé à penser au truc, tellement vite, voilà, ton ordi n'existait pas. » Non, alors, on construit les choses pour durer. C'est vrai que on ne peut pas nier la question de l'approvisionnement. Par exemple, le LHC, je vous ai dit que c'était le plus gros frigo du monde. Pour ce plus gros frigo, j'ai besoin de, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 120 tonnes d'hélium superfluide. Ça correspond à la production d'un an de toute la Terre en hélium. Donc, on a le devoir de faire super gaffe et de colmater les fuites et de ne pas trop balancer de l'hélium partout. Alors en plus, l'hélium se raréfie, ça pourrait devenir devient plus cher essentiellement d'ailleurs, et ça pourrait devenir une vraie question. Donc oui, on sait qu'on a dans le temps de construction des manips, je vais le dire comme ça, on sait qu'il y a des choses qui vont prendre du temps juste parce que c'est des matériaux rares qu'il va falloir extraire, etc. Sinon, évidemment, on construit pour durer. Alors maintenant, il y a des trucs dont on sait qu'ils ne vont pas durer. La prochaine, dont je n'ai pas parlé, la prochaine phase du LHC, c'est ce qu'on appelle le HL-LHC, ça veut dire haute luminosité, ça veut dire pas plus haute énergie, mais encore plus de collisions par seconde. C'était la question que j'allais vous poser. Ouais. C'est quoi son agenda maintenant que le boson a été découvert? On a encore plein de physique à faire, justement. Ouais. On va chercher au-delà du modèle standard maintenant. Mais donc, il y a une phase, là, on va l'exploiter pendant encore 2 ans tel que là, puis après, on va l'arrêter. Et on va changer des tonnes de choses dans les détecteurs et dans l'accélérateur pour pouvoir avoir beaucoup plus de collisions. Beaucoup plus de collisions, ça veut dire beaucoup plus de particules dans les détecteurs. C'est ce qu'on appelle des radiations à très, très haut niveau. Et donc, il nous faut développer des matériaux qu'on appelle durs aux radiations, qui résistent aux radiations, sinon ils sont grillés. Et il y a des endroits dans les détecteurs où les radiations vont être telles qu'on sait qu'il est probable qu'on doive changer le détecteur, pour le coup, au bout de 2 ans ou 3 ans, ou un truc comme ça, quelques années, parce qu'on sait qu'on va les griller, sauf si on arrive à développer des trucs radars. Donc oui, le problème de la longévité, c'en est un vrai, mais on construit les trucs parce qu'on sait qu'on va les exploiter pendant des dizaines d'années, donc... Oui. C'est fait pour durer. C'est fait pour durer. Question, remarque, commentaire. Allez, je viens vous voir. Et la main s'est levée derrière, et je reviens vous voir, monsieur, juste après. Bonjour, Mathias et Ravid. J'avais une petite question concernant la gravitation. Forcément. Le truc qui n'est pas dedans. Voilà. Ça, donc, est-ce que justement un jour il sera possible dans le modèle standard de le prouver? Non. Ou alors justement il faut mettre d'autres théories comme la théorie des cordes, etc. pour pouvoir prouver la gravitation? Ou est-ce qu'il sera possible un jour peut-être de le prouver dans le modèle standard? Oui, et d'une, je ne suis pas théoricienne, donc déjà là, je suis totalement hors de mon domaine de compétences. Le modèle standard tel qu'il est, c'est... alors... Si j'étais... Ah oui, mais maintenant je fais des ondes gravitationnelles, donc un peu j'ai les fesses entre 2 chaises. Mais on pourrait aussi essayer de quantifier la gravitation et de la mettre dans le modèle standard plutôt que d'essayer de bousiller le modèle standard pour qu'il s'adapte à la gravitation. Ça va dans les 2 sens. Pour l'instant, sérieusement, on n'y arrive pas. Il y a des problèmes fondamentaux pour lesquels on n'y arrive pas. Donc telles qu'elles sont, les 2 théories, elles sont irréconciliables. Donc il faut des théories alternatives. On y travaille. Moi, il y a des moments où je me dis que il faudrait une révolution du même ordre que la relativité et la mécanique quantique au début du siècle dernier, c'est-à-dire un changement complet de paradigme, penser différemment, plus penser en champ ou en particules pour pouvoir réconcilier les 2. Mais comme il faudrait un changement de paradigme, je ne peux pas vous dire lequel ce sera. Non, mais c'est possible que, tel que c'est, en tout cas, c'est irréconciliable, vraiment.
Bonjour, je voudrais savoir si les bosons de Higgs sont créés à l'état naturel. Alors ça, c'est une excellente question. Il faut énormément d'énergie qu'il n'y a pas dans l'univers. Enfin, si, il y a, mais encore une fois... Alors, il y a des phénomènes très violents dans l'univers qui sont à beaucoup plus haute énergie que ce qui se fait dans le LHC, mais vu la probabilité de production du boson de Higgs, ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup dans l'univers. Et puis ensuite de ça, pour le rencontrer, c'est compliqué parce que sitôt créé, sitôt désintégré. Donc voilà. Le boson de Higgs, le mécanisme de Higgs, il a eu lieu quand l'univers avait, j'espère pas dire de bêtises, mais c'est de l'ordre de 10-30 secondes. Il était vraiment tellement bébé que c'était une fraction de seconde après le Big Bang. Là, les conditions étaient réunies pour que le mécanisme de Higgs se mette en place et qu'on soit à des énergies qui soient compatibles avec mais le Z, le W, tout ça, quoi, pareil. Ouais. Donc non, ils ne se baladent pas comme ça, c'est pour ça qu'on les crée. Une autre question? Non. Est-ce qu'il y a dans l'histoire que vous nous avez raconté de manière accélérée mais assez précise, des moments où il y a eu des querelles, des débats scientifiques, des prises de bec même, parce que vous parliez tout le temps. Je crois, tout le temps, parce que M. Pickmal tout à l'heure parlait de, c'était M. Paoli qui était évoqué, Paoli qui, ça, qui avait un préféré, égo. ça. Non, c'était pas lui, c'était Bohr et Pauli qui s'étripent sur le neutrino. Racontez-nous un tout petit peu ça, parce que c'est des batailles intellectuelles fondamentales. Alors. À ce festival, il y a M. Alain Aspect, il y a M. Étienne Klein, et ces deux-là sont bien plus forts que moi pour en parler, mais moi, il y a des batailles que j'aime bien. Le neutrino en particulier. Est-ce qu'il y en a eu? Oui, il y en a forcément eu sur les bosons vecteurs, par exemple, mais celle que je connais le mieux, c'est celle autour du neutrino. Ce qui se passe, c'est qu'on fait de la désintégration. Alors, la désintégration bêta, c'est un noyau A qui donne un noyau B en émettant un électron. En tout cas, c'est ça qu'on observe. Et puis, je fais un bilan de masse. Le noyau A, il a une masse donnée, puis il est au repos, il n'a pas d'énergie cinétique. Le noyau B, il a sa masse, il est au repos aussi. Je fais le bilan d'énergie. L'électron doit avoir une énergie fixée, qui est la différence entre les masses des deux. Et c'est pas ça du tout que je vois. Je vois que l'électron, il peut prendre tout un continuum d'énergie différente. Alors, à ce moment-là, on balbutiait, c'était les débuts de la mécanique quantique, et puis surtout, c'était les débuts de la physique subatomique, où on commençait à regarder à l'intérieur de l'atome. Et Bohr dit, après tout, on n'est pas encore allé voir, il se peut que, dans le monde subatomique, l'énergie ne soit pas conservée, ou plutôt qu'elle ne soit conservée que statistiquement. Ah Horreur. Non, mais il avait raison, quelque part, il disait, il n'y a rien qui nous prouve le contraire. Ouais. Pauli, lui, dit, attends, on peut dire aussi qu'il existe une particule qui emporte de l'énergie en même temps que l'électron. Le neutrino, alors il ne s'appelait pas le neutrino à l'époque, le machin truc qui devait être neutre, il l'appelait le neutron, en fait, Pauli. Le neutron de Pauli et l'électron se partagent l'énergie, et donc ça explique pourquoi l'énergie de l'électron peut prendre toutes ses valeurs, puisque l'autre bout est emporté par le neutron. Et bref, il s'empoigne un petit peu. Il faut lire les lettres qui s'échangent, c'est super gentil. Ouais. Pauli, il n'était pas tendre. Oui, il paraît qu'il avait un certain point de vue sur le même, pas déprécié, quoi. Voilà. À un moment, il répond à... Donc Bohr dit, ouais, mais cette non-conservation de l'énergie, ça pourrait expliquer pourquoi les étoiles brillent comme ci, comme ça. Et lui, il répond, laisse les étoiles briller là où elles sont. Oublie ta note dans un coin. Puis de fait, Bohr, il publie jamais ça parce que Pauli, il l'a complètement démoli. Bref, on fait des expériences pour prouver que... C'est expérimentalement qu'on prouve, mais indirectement, qu'effectivement, il y a quelque chose qui a emmené... en même temps que l'électron... Il y a quelque chose d'autre que l'électron qui emmène de l'énergie. En l'occurrence... ça ne peut pas être le neutron. Le vrai neutron, il est découvert par Chadwick en 1932. Et Fermi le baptise, c'est Fermi qui le baptise le neutrino. Et il y a un truc très savoureux, c'est que du coup, pour prouver qu'il a raison, on a prouvé indirectement que le neutrino existait, mais il faut l'observer pour prouver qu'il a raison. Or, ça a été dit 1000 fois, ce neutrino, il interagit très faiblement avec la matière, vraiment très peu. Et donc, il y a des gens qui commencent à essayer de proposer des processus expérimentaux, des setups expérimentaux pour détecter le neutrino. Et ils vont parler à Pauli. Et un jour, Pauli dit... J'ai fait un truc affreux, j'ai inventé une particule qu'on ne peut pas détecter. Bonjour, en fait, on l'a détecté après. Mais, ouais. Oui, en 57, un truc comme ça. 56, ouais. Autre question, je reviens un petit peu sur le boson de Higgs. Lancement du projet en 84, des années de travail, et puis ça y est, quelques décennies plus tard, on met le doigt dessus, j'allais dire non, enfin on le détecte. Est-ce qu'il y a, c'est quoi la conséquence quelques années après pour la communauté des physiciens des particules qui ont travaillé autour de ça, qui se sont intéressés à ce sujet? C'est quoi? C'est une grande gueule de bois scientifique, c'est-à-dire pouf, ça y est, le dossier est fermé, le modèle standard est validé.
bon, bah, ça c'est fait? Ou est-ce que ça relance, comme certaines découvertes scientifiques peuvent le faire, d'autres centres d'intérêt, d'autres problèmes scientifiques? Comment était la communauté scientifique après cette grande découverte? Les deux, mon général. En fait, valider le modèle standard, c'est valider une construction mathématique, humaine, mentale, intellectuelle, et ça marche. Je veux dire, c'est un édifice intellectuel, le modèle standard, balèze. Et donc, nous, il y a de quoi être estomaqué par cette construction humaine qui a demandé des centaines d'années, des milliers de physiciens. C'est waouh! Et puis après, on se dit, ouais, bah merde, ça marche. Et puis maintenant, comment on fait pour expliquer tout le reste? On est un peu embêté. C'est pas la gueule de bois, parce que le boson de Higgs, on l'a trouvé, on complète le modèle standard, mais du coup, on a une nouvelle particule à étudier. Il se trouve que si le modèle standard est... alors, comment on appelle ça? La nouvelle physique au-delà du modèle standard, on va dire, des modèles alternatifs peuvent avoir des effets sur les valeurs des paramètres du boson de Higgs. Et donc maintenant, on a tout un champ de la physique qui s'est ouvert, qui sont les mesures précises de ce nouveau boson, qui pourraient nous dire si oui ou non on est bien dans les clous avec le modèle standard. Donc ça, c'est une chose. Et puis maintenant qu'on sait qu'il est validé, il faut aller voir ailleurs, c'est ce que je disais. Oui. Parmi les projets que vous avez présentés à la fin de manière un peu rapide, parce que c'est la fin de votre exposé, lequel vous semble le plus prometteur? Première question, le plus intéressant à suivre intellectuellement, c'est la physicienne des particules que je parle, et puis lequel se mettra en place le plus rapidement possible? Alors on a tous compris que c'était des projets différents et que certains allaient prendre plusieurs décennies avant d'être mis en place, mais voilà, plus intéressant et le plus proche dans le temps. Alors le plus intéressant, je ne peux pas dire, parce que j'ai choisi exprès des domaines de la physique des particules très différents. Sûr, oui. Donc il y a des questions vraiment importantes pour les 4 exemples que j'ai choisis. Les dates, je crois que je les ai données. Hein. Si jamais on fait un futur collisionneur, il nous faut au moins, c'est pas avant les années 45-50, c'est sûr. Hyper Kamiokande, ça devrait arriver vite. C'est 2027. C'est pour faire quoi déjà, ça? Hyper Kamiokande... Est-ce que mon prédécesseur a parlé des oscillations de neutrinos? Oui, je crois un petit peu. Oui. C'est une des façons d'attaquer le problème de la physique des neutrinos, qui est encore une fois la particule la plus mystérieuse du modèle standard. Et Hyper Kamiokande, c'est un des détecteurs qui permettra de faire de la physique des oscillations de neutrinos. Donc là, c'est plutôt 2027. Il est en construction. Le détecteur n'est pas encore tout à fait en construction. Ils sont en train de finir l'excavation de la caverne pour mettre le tank dedans. LISA, c'est 2035. Oui, ça c'est vrai, c'est assez proche. 27, hein, Hyper Kamiokande, donc oui. Ça va aller vite. Mais même LISA, du coup. Ouais, LISA, c'est assez proche. Puis les gens, moi, maintenant, je suis dans le consortium LISA. Les gens sont venus me voir en me disant, ça va, 2035, qu'est-ce que vous allez faire en attendant? Oh la vache, on a tellement de boulot, parce que c'est des détecteurs super précis. Et donc voilà. Et puis CTA, ça devrait être plus rapide. Alors 2025, j'y crois plus. Le projet a pris un peu de retard, mais c'est pareil. C'est avant les années 30, ça devrait fonctionner. En tout cas, des projets qu'on peut finalement suivre et qui feront, j'imagine, pas mal l'objet des revues scientifiques grand public ou des magazines grand public comme Pour la Science, Science et Avenir et d'autres. J'espère. Une question, et puis on va s'arrêter dans quelques instants parce qu'une autre intervention se profile. Bonjour, merci beaucoup. Je me demandais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir des accélérateurs de plus en plus grands pour avoir des collisions plus énergétiques. Qu'est-ce qui empêche d'avoir des collisions énergétiques, beaucoup de vitesse, dans des plus petits accélérateurs? Alors, il se trouve qu'une particule... Alors, déjà, il y a je vais le faire dans l'autre sens. Il y a une possibilité de faire des collisionneurs qu'on appelle linéaires, c'est-à-dire qu'on accélère la particule en ligne droite et puis on accélère une autre particule en ligne droite et on les fait se collisionner, d'accord ? Le truc, c'est que pour accélérer une particule, il faut lui communiquer de l'énergie. Ça se fait avec des champs électriques. Et sur un accélérateur linéaire, il faut lui communiquer de l'énergie tout au long de sa trajectoire. Et si on veut un accélérateur qui monte à haute énergie, il faut qu'il passe dans beaucoup de cavités accélératrices. Du coup, le collisionneur circulaire, c'est futé, parce qu'on n'a besoin que d'une cavité accélératrice. Et les particules, elles passent plusieurs fois dedans. Elles acquièrent de l'énergie toujours à chaque tour. Et donc, on peut monter à très haute énergie. Maintenant, il y a un inconvénient. Une particule chargée qui tourne, elle perd de l'énergie par rayonnement. Et donc, plus je vais à haute énergie, plus j'ai besoin d'un rayon de courbure grand pour qu'elle ne perde pas trop de... Donc, une particule, la perte en énergie est proportionnelle au rayon de courbure. Donc, si jamais je fais un petit accélérateur, je vais arroser la planète avec mes rayons et je ne gagnerai pas en énergie pour les particules. Voilà, une toute dernière question éventuellement.
Non. Bah écoutez, on va laisser Madame Besson aller à la table ronde qui l'attend, je crois, pas très loin d'ici. On vous applaudit, on vous remercie beaucoup de votre participation.